pour ce programme qui va dans les tréfonds de la société pour essayer de mettre en lumière des cas de souffrance tels que vécus par de nombreuses familles camerounaises. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour un peu plus de 2 heures d'émission. Comme promis la semaine dernière, ce soir, nous revenons sur l'affaire Christelle Mirabel Lingom, du nom de cette jeune fille âgée de seulement 25 ans, qui a donc été traînée dans la boue par une bande de personnes peu recommandables. Elle a été diffamée, intimidée, violée avant de trouver la mort dans des circonstances troubles. Nous revenons donc sur ce dossier comme nous vous l'avions promis la semaine dernière par devoir de mémoire, parce que c'est sur ce plateau de Regard Social que Christelle Mirabel était venue raconter son vécu. Nous avons donc mobilisé également autour de cette émission des personnes qui se sont assimilées, qui se sont mises ensemble pour essayer de lui obtenir justice, jusqu'à ce que nous puissions donc recevoir cette information qui est tombée sur nos têtes comme un coup près. Ce soir, nous avons perdu Christelle Mirabel Lingom, mais par devoir de mémoire, par obligation de lui relaver sa réputation, nous avons décidé de revenir sur cette affaire pour que là où elle avait commencé, que vous puissiez avoir les informations qui jusqu'ici avaient été mises en sourdine, non seulement pour préserver l'équilibre de cette jeune dame forte qui porte désormais le visage du courage féminin à la camerounaise, mais également parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas être dites. Aujourd'hui, donc, nous vous livrons toutes les informations nécessaires pour comprendre effectivement l'enfer que cette jeune fille a vécu pendant les quelques semaines qui ont précédé son viol et surtout les semaines qui ont précédé sa mort. Mais pour celles des personnes qui n'étaient pas informées de l'affaire Christelle Mirabel, nous revenons donc sur cet élément qui avait mis en lumière la souffrance que cette jeune fille vivait au quotidien. Un élément qui avait, à l'époque des faits, été réalisé déjà par la grande équipe de Regard Social. Le personnage féminin de cette vidéo, pourquoi les gens qui me connaissent n'ont jamais pensé que c'était moi? En plus, toi, c'est toi qui oses dire que c'est moi. Cette fois, la jeune dame réalise qu'il s'agit d'une affaire grave. Elle décide de faire un démenti sur la toile. Ils ont inventé une fausse interview que c'est le personnage masculin qui m'a appris à faire ces fantasmes sexuels tels que la sodomie et consorts. Or, je ne connais même pas ce Paul Chouta, je ne l'ai jamais rencontré, je n'étais même pas au courant de son existence, ni la fille qui est sur cette vidéo, je ne la connais même pas. Je ne sais pas ce qui les anime de dire quel esprit les anime de dire que c'est moi le personnage qui est dans cette vidéo. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont créé des pages disant qu'un collectif d'avocats est en train de se former actuellement pour défendre mon image bafouée. J'ai fait le démenti sur ma page, sur mon compte Facebook, disant que des individus de mauvaise foi ont failli me confondre dans une vidéo obscène qui fait la une des réseaux sociaux, que les gens devaient se rassurer, ce n'est pas moi, car la fille qu'on aperçoit dans cette vidéo ne fait ni cette taille ni cette morphologie. C'est depuis ce jour que je reçois des menaces, on me harcèle et j'ai même été agressée. La publication vient mettre le feu aux poudres. Les activistes se rapprochent de Christelle Mirabel pour l'assister dans son combat. J'ai lu les événements qui sont arrivés sur Christelle Mirabel. J'étais extrêmement choqué, extrêmement mal à l'aise. Je ne savais pas comment je pouvais agir puisque je ne connaissais pas Christelle Mirabel. Un matin, un ami m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Je lui ai dit, donne mon numéro de Christelle. Il m'a donné, je l'ai appelé et tout de suite elle a accepté mon invitation. Elle m'a raconté sa version des choses et c'était totalement à l'opposé de ce que les militants du PCN avaient fabriqué. Je lui ai dit que la première chose qu'il fallait faire, c'était de faire valoir sa version de façon plus médiatisée. Et je lui ai proposé de faire un direct parce que par écrit, ça me semblait un peu pas du tout fort. Et elle s'est exprimée de long en large, avec force et détail.
Et c'est ça qui a permis que beaucoup de personnes s'impliquent davantage, et en particulier des avocats et d'autres personnalités, comme des psychologues qui se sont donnés volontairement pour pouvoir l'aider. Après le démenti de Mirabel et le direct, les publications faites par le groupe des 4 sur leurs murs respectifs disparaissent comme par enchantement. Ils ont certainement réalisé que Christelle Mirabel n'était pas aussi seule que cela. Pendant ce temps, elle commence à se faire insulter et harceler au téléphone et dans la rue. Je reçois les menaces téléphoniques, même dans la rue, on m'aborde. Des gens sont masqués, ils mettent le cache-nez et les casquettes. On me dit, bon, tu crois qu'avec l'affaire là, ça va aboutir à quelque chose? La pression est si forte qu'elle en perd le sommeil. Et alors qu'elle se croyait déjà au bout du rouleau, elle va être victime d'une agression et d'un viol. Je rentrais du boulot, il était environ 21h30, 22h moins. J'ai emprunté une moto de... J'ai profité pour chercher un truc à manger parce que j'ai une connaissance là qui fait aussi bien les brochettes. Malheureusement, il n'était pas là. Aussitôt, je me suis dépêchée. J'ai emprunté une deuxième moto directe pour Ange Raphaël. En voulant me bâcher, je lui ai fait comprendre que, mais monsieur, je vous ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas me faire bâcher. Je vous ai payé suffisamment pour ne pas être bâché. C'est là donc que la deuxième personne, je ne sais nulle part où il s'est sorti, il m'aspire quelque chose dans les narines. J'ai d'abord ressenti une forte odeur comme si c'était un parfum fort. Je me suis retrouvée dans les rues du collège Bénédicte. Il était environ 1h du matin. Quand je me suis réveillée, j'étais à moitié nue. Étant dans la douleur, j'avais les vertiges, la tête qui tournait. Son frère est alerté en pleine nuit par des conducteurs de moto-taxi qui ont recueilli la jeune dame. On m'appelle ici aux environs de 4h du matin. Bon, j'étais couché, j'entends mon portable sonner. Quand j'entends mon portable sonner, je décroche directement. Quand je décroche, ce sont les gars d'Indoxibédon, les gars qui roulent la moto, là, qu'on appelle les bensikineurs. Ils prennent le téléphone, ils me disent que tu as ta petite soeur qui a été agressée ici. Elle se trouve au niveau de Ndoximbi. C'est là que madame me dit que mais, tu vas quitter 4h du matin. Donc il n'était même pas 4h, il était peut-être 3h30 comme ça. Elle me dit que tu vas quitter ici maintenant pour aller à Ndoximbi. Je dis que c'est la vie de ma petite soeur qui en dépend. Quel qu'en soit le cas, je vais quitter. Je suis arrivé à Ndoximbi, mais comme moi-même aussi, je suis quelqu'un aussi de très prudent. J'ai demandé à la moto de me laisser à 300 mètres. Puisque Ndoximbi même, c'est un quartier où j'ai vécu pendant longtemps. Bon, je peux même dire que c'est là que j'ai grandi. Alors, bon, à 300 mètres, j'ai commencé aussi à marcher pour voir vraiment... c'est là qu'à presque 10 mètres, je la vois, elle est sur un cafétéria entourée de ces bensikman. Quand j'arrive, je la trouve, elle était tellement fatiguée, même quand je la parlais, elle ne me répondait pas. Donc elle était complètement abattue, fatiguée, elle n'entendait même pas. Donc tu sentais que la drogue était encore sur elle. Mirabel est conduite dans un poste de police, puis une institution hospitalière. Bon, comme elle était tellement fatiguée, je lui ai dit d'attendre 6h, 6h30 pour qu'on aille au commissariat central numéro 2 de Loubaba. Alors, je suis arrivé au commissariat numéro 2 de Loubaba, mais avant même ça, j'ai appelé sur mon petit frère, comme il a la moto, il a amené la moto. On a pris la moto, nous sommes arrivés à Loubaba. Quand j'arrive, il y a un policier là qui me dit que si c'est un problème de bagarre, comme elle était sale. Non, mais si c'est un problème de bagarre, monsieur, apportez vos problèmes d'abord au quartier. Je veux dire que monsieur, ce n'est pas un problème de bagarre. Même si c'était un problème de bagarre, vous êtes là pourquoi? Il me dit que pourquoi? Je dis que non, ma petite soeur a été victime d'un viol. Et là qu'elle me dit que bon, allez-y au niveau de la main courante là. Donc j'arrive au niveau de la main courante là, je trouve une policière qui était là. Bon, j'ai fait une déclaration là pour leur faire comprendre qu'elle a été victime de ceci, cela. Bon, ils ont noté. Après ça, bon, il était aux environs de 7h30 comme ça. Nous sommes quittés, nous sommes arrivés à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Une nouvelle plainte est déposée cette fois
contre X, ce qui va faire, pour le cas Mirabel, un total de 4 plaintes qui n'ont toujours pas prospéré. J'ai déposé 4 plaintes au commissariat central numéro 2. La première plainte, c'était celle de Pumbapes. Je suis allé lui remettre la convocation. Il a continué de dire que c'est moi. Il ne sait pas pourquoi je couvre Paul Chouta, mais il va aller en prison. La deuxième plainte, j'ai appelé, il m'a tourné, il m'a dit qu'il était à l'hôpital à Quintini, qu'il est en train de suivre un traitement là-bas. Je suis arrivé à l'hôpital, il me sort un autre discours, il n'est plus à l'hôpital, on l'a emmené au village chez le masque. Et la troisième plainte, c'était maintenant, mon avocat m'avait fait comprendre que je dois porter plainte contre eux tous, c'est-à-dire Jean-Louis Batoum, Mbapes, Clotaire Nguedjo et Poutine le Lion. La quatrième, c'était contre inconnu pour le viol, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore identifié les auteurs de ce crime. Aujourd'hui, Christelle Mirabel est perdue. Elle ne comprend pas la cause de tout cet acharnement sur sa personne. Si je vous dis que je parviens à fermer les yeux la nuit, c'est que je mens. Je suis sans voix. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi moi. Qu'est-ce que j'ai bien fait à ces 4 individus pour mériter tout ceci? Au sein de sa famille, des clans se sont créés. D'un côté, se trouvent ceux qui pensent que la jeune dame doit garder le silence, de peur de s'attirer un peu plus les foudres du parti politique auquel appartiennent les 4 bourreaux. Mais de l'autre côté, se trouve Christelle Mirabel et son grand frère qui se sont promis de tout mettre en œuvre pour que justice soit faite et que les 4 hommes qui ont sali, terni l'image de la jeune dame se retrouvent derrière les barreaux. Dire que la justice doit faire son travail. Que des petits... Vous venez donc de voir cet élément dans lequel Christelle Mirabel Lingom a donc raconté tout ce qu'elle subissait depuis le début de l'affaire de la vidéo de Paul Chouta et de sa compagne. Une vie qui a basculé. Cette jeune fille qui n'avait rien demandé à personne s'est retrouvée sous le feu des projecteurs, mise en valeur par un groupe de personnes qui ont passé le temps à affirmer que c'était elle dans la vidéo, malgré que le principal concerné de cette vidéo, c'est-à-dire le journaliste Paul Chouta, elle fait un démenti dans lequel il affirmait que c'était sa compagne. Ils ont continué de marteler jour et nuit sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait bel et bien de Christelle Mirabel, alors que cette jeune fille ne demandait qu'à laver son honneur. Elle va se faire violer par des personnes dont jusqu'à sa mort, elle n'a pas pu avoir ni connaître l'identité. Et le drame commence à être plus grand dans cette affaire, alors qu'on annonce sur les réseaux sociaux le viol de Christelle Mirabel. La bande d'amis qui s'est mise ensemble pour perturber l'équilibre de cette fille continue de faire des publications. Et on a particulièrement un qui va très loin pousser le vice au point de demander si on violait aussi un masque. Alors pourquoi on en parle ce soir? Parce que c'est des faits graves qui se sont passés. On a perdu un être humain, une jeune fille battante qui avait le désir de changer sa vie, le désir de changer la vie de sa maman qui, au village, n'entendait plus très bien. Une maman qu'il avait eue dans sa vieillesse. Christelle Mirabel était déterminée à réussir par ses propres moyens. C'est donc une vie gâchée par des personnes qui continuent de vaquer librement à leurs occupations, des personnes qui ont fait un rétropédalage spectaculaire après donc le passage de Christelle Mirabel sur le plateau de Regard Social, qui affirmait n'avoir jamais cité la jeune fille. D'autres affirmaient qu'il s'agissait d'une manipulation de la chaîne Equinox Télévision. Ils ont tenté de tribaliser cette affaire, ils ont tenté de la politiser et finalement, on a perdu une Camerounaise. Nous sommes là ce soir pour en parler afin que cela ne se répète plus jamais et que les principales personnes qui se sont retrouvées dans cette affaire aient la décence de demander pardon à Christelle Mirabel, ne serait-ce qu'à titre posthume. Et donc, nous avons sur ce plateau un ensemble de personnes qui a suivi cette affaire depuis le début,
alors que l'histoire de Christelle Mirabel était diffusée sur les réseaux sociaux et que les uns et les autres essayaient tant bien que mal de jeter le discrédit donc, sur la mobilisation qui était faite autour de l'affaire Martin Camille Meum, qui est sortie au même moment. Il y a surtout une journaliste qui va prendre sur elle d'écouter Mirabel alors que beaucoup ont l'attention focalisée sur autre chose. Elle est journaliste, mais pas que. Elle est aussi connue pour l'activisme qu'elle mène contre les violences basées sur le genre. Ce soir, nous recevons sur le plateau de Regard Social Clarence Yongor. Bonsoir Clarence et bienvenue. Bonsoir Kate, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous. Alors, il faut dire, Clarence, qu'au tout début de cette affaire, vous êtes malheureusement ou heureusement l'une des rares journalistes qui va essayer d'écouter Mirabel, qui va aller jusqu'à son chevet. Et vous allez d'ailleurs faire un article, vous allez faire plusieurs publications d'interpellation pour expliquer aux gens comment Christelle Mirabel se sent en ce moment et dire tout le soutien dont elle a besoin. Oui, alors quand l'histoire bat son plein sur les réseaux sociaux, c'est une histoire à peine croyable parce que au même moment, il y avait l'histoire concernant Malika qui nécessitait également qu'on prête une oreille attentive. Et c'était également l'histoire d'une jeune fille qui s'est retrouvée avec sa nudité sur le cyberespace et c'était difficilement contrôlable. Et donc, il y avait une mobilisation autour justement de cette action qui consistait à demander aux internautes, aux socionautes de retirer l'image de Malika. Et donc, je pense que cette mobilisation autour de Malika a entraîné cette idée malsaine, hein, cette idée malheureuse de ces personnes autour d'une enfant qui ne savait pas du tout ce que c'était que les réseaux sociaux. Elle avait un compte Facebook, Christelle, mais elle ne l'utilisait pas en réalité. Elle ne l'utilisait pas. Il me souvient qu'elle m'avait dit, la première fois qu'on s'est vu, elle m'a dit « Grande sœur, je pense que j'ai scellé mon sort le jour où j'ai ouvert un compte sur les réseaux sociaux. Parce que si je n'avais pas un compte sur les réseaux sociaux, personne n'allait savoir où trouver mes images. » Et donc, ce que j'expliquais, c'est que dans ce tourbillon avec l'histoire de Malika et cette idée malsaine que ces personnes ont eue de vouloir protéger un camp, or il ne s'agit ni de questions politiques ni de questions tribales, il s'agit purement et simplement des questions de droits de femmes, ils ont donc trouvé la victime parfaite, qui était cette jeune femme qui se battait pour s'en sortir. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle tellement, je me sens pas bien parce que certes l'action était louable d'aller la rencontrer et de dire il faut arrêter parce que la politique ne doit pas vous déshumaniser parce que c'était ça l'idée du premier texte que j'avais produit. La politique ne doit pas vous déshumaniser. Vous ne pouvez pas au bénéfice d'une cause que vous soutenez détruire la vie d'une jeune femme qui ne demande justement qu'à s'en sortir, à travailler de ses mains, parce que c'est ce qu'elle faisait, à travailler de ses mains pour réussir. Et donc, je me trouvais dans l'obligation de faire cette sortie pour qu'enfin, parce que j'espérais qu'enfin, on va la laisser tranquille. C'était ça l'objectif de départ. Et malheureusement, ça s'est poursuivi. Ces personnes qui... j'espère, ont une conscience, enfin je l'espère, ont continué à la harceler d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que ça avait diminué à un moment donné, quand il y a eu cette sortie et que, parce qu'on est dans des groupes communs, j'ai publié dans ces groupes-là pour leur dire, écoutez, la politique ce n'est pas ça, la politique c'est la gestion de la cité. Qui dit gestion de la cité dit bien-être des populations. Alors si votre parti est destiné plutôt à détruire des vies, il faut bien qu'on se pose des questions. Et je pense que ça a commencé à diminuer un peu. Sauf que Mirabel, elle, était... vous savez, quand vous avez subi ce genre de situation, vous êtes dans un traumatisme perpétuel. Et donc, avec son viol, elle était dans un traumatisme, mais incroyable. Et elle n'était pas bien. Comme je l'ai souvent dit, elle n'était pas bien. D'accord.
Et c'est comme ça qu'elle contacte l'équipe de Regard Social. Déjà, c'était un fait que nous suivions particulièrement sur les réseaux sociaux parce que les faits de femmes bafouées, de femmes battues, de femmes malheureusement violentées sont des faits qui nous intéressent particulièrement. C'est des personnes qu'il faut accompagner. Et donc, lorsque nous sommes contactés par Mirabel, la question qu'on lui pose est celle de savoir, est-ce que tu es prête, Mirabel, à témoigner? Parce que vous êtes journaliste, Clarence, c'est malheureusement des choses qu'on rencontre sur le terrain. Vous allez voir des personnes qui souffrent le martyre, mais qui ne sont pas prêtes à en parler. Ce n'était pas le cas de Mirabel. C'est une jeune fille courageuse comme j'en ai rarement rencontré. C'est une jeune fille qui voulait que sa dignité, son honneur soit rétabli et c'est comme ça qu'elle se retrouve sur le plateau de Regard Social ce fameux soir en compagnie de son frère. Sauf que après cette émission, eh ben, les choses sont une fois de plus prises de pleine main par ces bourreaux qui mêlent Equinox Télévision, toute une chaîne à leur combat. Alors, on tient à préciser ici que Equinox Télévision a sa ligne éditoriale qui est claire. Nous sommes toujours plus proches des pauvres, des faibles. Ouais. Ça ne va jamais changer. C'est comme ça, Equinox. Ça veut dire que si le faible se trouve à l'Est Cameroun, on va le chercher là-bas, on le met au devant de la scène pour aider les uns et les autres à aider cette personne. Si le faible se retrouve, tant qu'il est camerounais, ou même pas, hein, il se retrouve en Galmendouga ou bien, je dis n'importe quoi, dans les tréfonds de l'Ouest Cameroun, on va chercher cette personne là-bas. Et c'est exactement ce qui a été fait dans le cas de Christelle Mirabel, qui avait besoin donc d'être soutenue. Sauf que l'action que nous menons n'est pas la seule. Il y a plusieurs autres actions qui sont menées autour de la petite, notamment un collectif d'avocats, un vrai collectif cette fois qui va se constituer contre elle. Ça n'a rien à voir avec le bluff qui avait été balancé sur la toile par le groupe des 4 lorsqu'ils ont inventé la fausse interview sur Christelle Mirabel dans laquelle elle avouait des choses pas très catholiques, lorsqu'ils ont créé un compte Litchi pour soi-disant récolter de l'argent afin de l'aider à laver son honneur. Et ils avaient annoncé par la suite qu'un collectif d'avocats avait été créé. Mais sauf que cette fois, c'est effectivement un collectif qui se crée pour défendre Christelle Mirabel. Et dans ce collectif, il y a Maître Kiek, il y a Maître Kenyé, mais il y a également Maître Tchakounte à qui ce genre de sujet parle très clairement. Nous avons donc Maître Tchakounte sur ce plateau. Bonsoir Maître et bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. Après cette diffusion sur le quotidien de Mirabel, que j'ai eu le privilège de connaître à l'occasion de ce sabotage, à l'occasion de cette humiliation injustifiée, elle m'a été présentée, en fait sa situation m'a été présentée par le journaliste Cussu. Et il m'a clairement indiqué que Mirabel n'avait personne, comme il se dit communément. Et je lui ai dit, si elle n'a personne, elle a les gens comme nous. Nous défendons des êtres humains, sans considération de leur ethnie, sans considération de leurs convictions politiques. Et j'avoue que quand j'ai écouté Mireille Mirabel, j'ai vu en elle une personne suffisamment effondrée. Et parce qu'elle me disait, Maître, est-ce que vous allez m'assister? Et je lui ai dit, oui, j'ai pris l'engagement avant de vous rencontrer. Elle me dit, Maître, les gars là sont convaincus de ce que je n'ai personne. Ils disent que je suis pauvre, pauvre en argent, pauvre en famille et pauvre en relation. Et je l'ai rassuré de ce que c'était leur déclaration, mais qu'en réalité, il n'en était rien. Puisque spontanément, nous avons constitué une équipe de 4 avocats et nous étions effectivement déterminés à l'accompagner dans ce processus. Dans ce processus qui avait pour but de laver son image suffisamment ternie par ces personnes
mal intentionnés. Et nous avons effectivement fait ce qu'il fallait. Mireille, avant de venir vers nous, avait déjà saisi le commissariat central numéro 2 d'une plainte contre ce fameux Bapès qui était son ex-copain. Et par la suite, nous avons initié la deuxième plainte et surtout une troisième lorsqu'elle a été victime de viol. Donc l'ensemble des plaintes portaient sur les injures, la diffamation, parce qu'on disait des choses dont on ne pouvait pas rapporter la preuve. Nous avons également porté plainte pour menaces sous condition parce que les auteurs de ce sabotage lui intimaient régulièrement l'ordre de retirer ses plaintes, faute de quoi elle subirait des atrocités. Nous avons également porté plainte pour atteinte à la vie privée par voie cyber. Vous savez, j'ai mal. J'ai mal, c'est pas évident, mais je crois que je vais y parvenir. On en est tous là, maître. Si ça peut vous aider à tenir, on en est tous là. Oui, c'est assez difficile. On parle de la perte d'un être humain. Voilà. Donc, il y avait également la propagation de fausses nouvelles. Toutes ces infractions se retrouvaient dans nos plaintes, sans oublier le viol. Et Mirabel était courageuse, mais à un moment, il y a eu comme un crash dans sa famille. Je crois que Clarence l'a signalé. La famille était divisée. Il y avait une partie qui souhaitait qu'elle arrête l'action et l'autre partie l'encourageait à continuer. Et nous, les avocats, n'étions pas pour l'arrêt des poursuites parce que moi, particulièrement, j'estimais que au-delà de la personne de Mirabel qui est victime, il est important d'éduquer la société. Ce procès, je veux dire, cette affaire avait pour moi une coloration éducative. Cette affaire devait nous permettre également de sanctionner, sensibiliser la société sur les méfaits des mauvaises communications. Donc, je suis de ceux-là qui ont dit à Mirabel, on ne peut pas arrêter. Et elle était d'accord avec moi. C'est sous l'effet de la pression familiale qu'à un moment, elle a dit, bon, comme la famille parle, peut-être qu'il faut que je laisse. Mais personnellement, je voudrais que ces gars soient punis parce que, maître, je ne leur ai rien fait. Alors, qu'est-ce qui a davantage effondré Mirabel? C'est le fait pour ces gars de porter plainte contre elle pour diffamation. Elle était confuse. Elle dit, je suis victime. Je suis victime. Je leur ai dit gentiment, ce n'est pas moi. Ils ont persisté. Et pour peu que je me plains, ils me menacent. Et ils portent plainte et ils portent en plus plainte. Oui. Alors, je précise que après la confrontation, ils ont naturellement nié avant la confrontation et même pendant la confrontation, c'est vers la fin, notamment après que le journaliste Paul Chouta soit venu dire « il s'agit de moi ». C'est moi l'auteur de cette vidéo et le personnage féminin, c'est la mère de mon enfant. Qui était présente Qui avec était lui. présente. Les deux ont dit il s'agit de nous. Il y a des choses graves qui se passent sur lesquelles on va d'ailleurs revenir. Le premier élément est qu'on soit obligé de mettre la jeune dame qui est déjà diffamée, qui est déjà violée, qui se sent souillée dans son être, qu'on soit obligé de la mettre nue parce qu'on cherche des éléments physiques qui attestent qu'il ne s'agit pas d'elle dans la vidéo. Mais c'est terrible. Le deuxième élément grave sur lequel il faut forcément revenir, c'est quand on lui explique que l'un des membres du groupe de 4 ne peut pas se retrouver poursuivi par elle pour la simple et unique raison que dans ses multiples postes d'insultes, d'intrigues, il n'avait pas nommément cité son nom. Alors, il faut qu'on insiste là-dessus pour que vous puissiez nous dire, maître, est-ce que cela va, j'ai envie de dire, des compétences d'un enquêteur de prendre ce genre de décision? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a essayé de blanchir quelqu'un à un moment donné?
Et de quelle manière? Ni l'enquêteur, ni aucune autorité judiciaire n'est compétente, j'ai envie de dire, même pas un médecin, je ne sais pas comment on appelle ces spécialistes de la physionomie, aucune autorité ne peut se permettre de continuer de contester les faits dont les auteurs sont là pour dire c'est nous. Ça n'a pas de sens. Dès lors que le journaliste Chouta et sa partenaire se présentent pour dire c'était moi et voilà le personnage féminin, tout s'arrête. Et la culpabilité de ces destructeurs est établie dès cet instant. Puisque l'auteur dit c'est moi, il n'y a plus lieu de discuter. Alors d'où sort-il qu'un enquêteur se paye le luxe de vouloir vérifier ce qui ne mérite plus d'être vérifié? Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il fouillait? Il voulait blanchir quoi? Et à quel prix? Qu'avait-il reçu pour être obligé de prouver ce qui ne doit pas être prouvé? On ne comprend pas. Et ça, c'est un autre choc, c'est une pression policière qui n'a pas sa raison d'être. Et moi, j'espère que cet enquêteur aura l'occasion de nous éclairer sur le bien fondé de cette action. Il faut qu'il nous dise ce qu'il cherchait. D'accord. Nous reviendrons à vous, Maître. Le temps pour nous de présenter le troisième membre de ce panel. Même si nous l'avions déjà la semaine dernière, il était important qu'il soit là parce que lui, il a été l'enseignant de Christelle Mirabel. Il a vu sur ce plateau, d'ailleurs, le jour de son passage, il était présent. Et il faut dire que, comme toutes les dames présentes sur ce plateau, il a également été effondré d'apprendre son décès. Lui, c'est le professeur Charles Gadifna. Et d'ailleurs, au cours de l'émission de la semaine dernière, il nous précisait ici que ce sont les camarades de Mirabel, notamment des personnes à qui il avait dispensé des cours de sociologie en première année à l'université de Douala, qui lui avaient transmis ou alors qui lui avaient donné cette nouvelle. Nous vous recevons ce soir, professeur Gadifna, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux autres membres du panel et à ceux qui sont venus sur l'émission en direct. Et puis vous comprenez que après son baccalauréat, dans la multitude de filières qu'offrent les universités d'État et notamment l'université de Douala, elle a porté son choix sur la discipline de sociologie. Donc c'est à ce titre que, comme chef de département, je l'ai connu dans la masse des étudiants naturellement. Je ne peux pas affirmer que j'avais une connaissance particulière, mais il y avait quand même cette loi des reins qui nous liait du fait que, comme bachelière, elle a choisi la même option que nous autres. Donc, c'est cette sympathie que j'ai spontanément eue. Et au cours de votre rentrée de programme, moi j'ai été peut-être désagréablement surpris de savoir que c'est cette étudiante qui n'a rien fait à personne, qui, au creux de sa misère et de son indigence, certains fauves qui pensent détenir un certain pouvoir ont essayé d'accabler, ont finalement détruit cette dame. Donc c'est au titre de cette sympathie que j'ai pu accepter de revenir et vous me permettrez très sincèrement de transmettre les condoléances de monsieur le recteur de l'université de Douala, le doyen de la faculté et toute la famille de la faculté des lettres et sciences humaines qui est profondément touchée par ce qui est arrivé au vu et au su de tout le monde sans qu'on ne puisse faire quelque chose jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc je crois qu'il y a cette léthargie qui est quand même insupportable, qui est inadmissible, qui n'est pas concevable dans une société humaine, qu'une jeune dame qui a encore tout son avenir devant, qui ne demandait qu'à se battre parce qu'elle n'avait pas été mêlée à des activités sales, mais qui a été détruite et qui finalement est passée de vie à trépas. Je crois qu'il faut questionner notre justice, il faut questionner notre capacité à rendre la dignité à l'homme. Et vous avez parlé tout à l'heure d'enquêteur. Je crois que c'est plutôt un quêteur de pitance, ce n'est pas un enquêteur, parce que l'enquêteur, c'est celui qui travaille, qui participe à l'établissement de la vérité. Mais je ne pense pas qu'un enquêteur, dans les gènes de ce mot, puisse se comporter comme tel. Je crois qu'on a eu affaire à un quêteur de pitance, quelqu'un qui cherchait une âme frileuse, une brebis galeuse, qui cherchait juste une pitance
et puis qui a versé dans de tels motifs qui ont finalement fait crever la dame, qui ont fait douter la dame qui est devenue l'arroseur arrosé finalement. Donc je crois qu'il faudrait qu'on questionne bien notre justice, parce que là, il y a au-delà de tout une justice immanente. J'aimerais bien rentrer dans la conscience et dans l'âme de ces bourreaux-là. Qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui? Est-ce que ceux-là sont sortis des entrailles d'une maman et qu'ils assimilent cette fille à une maman, à une sœur ou à une épouse? Je crois que c'est des gens qui ne devraient même à un enfant, pas... parce que c'est des pères de famille, c'est des responsables pour la plupart. Je ne pense pas, c'est peut-être des conceptions sataniques, parce qu'un homme ne peut pas, parce que avoir à travers cette dame, soit une fille, sa fille, soit son épouse, soit sa sœur, on ne pourrait pas arriver à de tels excès. Ce n'est pas concevable pour un être humain normalement constitué. Je ne pense pas. Donc ceux-là, quand vous les qualifiez, donc peut-être il y a des avocats sur le plateau, il faudra trouver peut-être des qualificatifs pour essayer d'enrober ce genre de personnes. Mais un être humain ne peut pas se comporter de la sorte, ne peut pas se laisser aller à de telles insanités. Je crois que c'est réservé aux bêtes. Même là, quelques bêtes supérieures ont quand même une certaine logique. Donc moi, j'ai de la peine à concevoir que ce sont des êtres humains. D'accord. Il faut dire que lors de son passage, lors de la rentrée des programmes de regard social sur ce plateau, Christelle Mirabel a insisté. Elle a insisté de nombreuses fois pour qu'une présentation de sa personne soit faite, pour ne pas être assimilée à ces filles qui ne veulent rien faire de leur vie. Elle nous a raconté son parcours, comment elle avait été soutenue par sa famille, comment l'université de Douala étant pénible, difficile tout le temps pour elle, elle a dû se retrouver à Yaoundé, à l'INGS, pour faire donc des études. Et de là, elle était revenue avec un diplôme et comptait bien le mettre en valeur. Mais en attendant que la valorisation de ce diplôme puisse se faire, elle était dans des petits boulots comme toutes les jeunes filles qui veulent se prendre en charge, tantôt dans un restaurant. Et même une scène qui a particulièrement marqué les panélistes de cette émission ce jour, c'était une scène racontée. Christelle Mirabel nous racontait comment, dans les moments les plus difficiles de sa vie d'étudiante à Yaoundé, elle avait été amenée à porter les parpaings dans un chantier de construction. Pour que vous voyez jusqu'à quel point cette fille était forte dans la tête, c'était quelqu'un qui avait le besoin de réussir en passant par les canaux les plus propres, les plus reconnus dans la société. Et aujourd'hui, on parle d'elle à l'imparfait, elle qui aurait pu se retrouver parmi les grands visages qui auraient pu changer ce pays. Et le comble de l'ironie, le comble de malheur dans cette histoire, c'est que son décès n'a arrêté personne. Alors qu'on annonce sa mort, une danse macabre commence à se constituer sur les réseaux sociaux. Des personnes qui estiment dans un premier temps qu'elle s'est donné la mort elle-même, d'autres qui vont plus loin et disent que c'est le collectif de personnes qui étaient tout autour d'elle qui lui ont refilé un poison, et des informations qui ont commencé à être diffusées sur la toile et qui choquaient au point où on est arrivé à demander à ces personnes de laisser l'âme de Mirabel reposer en paix. Et puis finalement, les versions de ce qui s'était passé lors de la confrontation se sont retrouvées à l'extérieur. Des personnes qui avaient dit des choses ont commencé à se dédire. Les captures d'écran ont recommencé à circuler. Je vous propose de suivre cet élément de Cédric Nding et de Danny Warren The 2 qui reviennent sur l'affaire Mirabel. Après son passage à l'émission Regard Social, la jeune femme dénommée Mirabel Lingom pensait avoir terminé avec l'épisode de matraquage et de diffamation dont elle faisait l'objet sur la toile depuis plusieurs semaines. Mais elle se trompait. Quelque temps après, les hostilités reprennent sur les réseaux sociaux. Après des mois de harcèlement, Mirabel finira par trouver la mort. Un décès qui va provoquer l'émoi et l'indignation de l'opinion publique, ainsi que celle des internautes. Dès lors, les théories vont se multiplier. Entre suicide, maladie et même empoisonnement. Mais où se trouve la vérité? La mort de Mirabel n'est-elle réellement que le fait du mal qui l'arrangeait, comme certains tentent de le faire croire? Pour comprendre, revivez les jours de calvaire qui ont abouti à la mort tragique de Mirabel Lingom et découvrez les révélations chocs et exclusives d'une femme littéralement poussée au bord du précipice. Pour
Pour comprendre la fin, il faut remonter à la genèse, le chemin de croix de Mirabel. 21 juin 2021, une sextape enflamme la toile et met en scène une jeune femme dénommée Malika Bahemi, dans laquelle est impliqué le journaliste Kamumim. Dans le même temps, une autre sextape circule également sur la toile. Du cafétéria près de Ndoximbi, qu'on peut les chercher pour venir témoigner. Il y a un certificat médico-légal. Donc je vais mentir que j'ai été violée. Vous pensez que c'est facile que je puisse parler de ce sujet? Vous voyez même que le mot là, j'évite depuis de prononcer rien que le mot viol là. Parce que quand je me rappelle de ça. Elle révélera que ces derniers continueront de la narguer et de se moquer d'elle. J'ai cherché une chambre où je suis maintenant seule parce que les gens la connaissaient. Quand j'étais à Ange Raphaël, ils connaissent où je restais là-bas, ma famille. Quand j'étais à PK10, ils connaissent. J'ai préféré chercher une chambre où personne ne va connaître où je reste. Tu penses que quand je quitte le boulot et que je viens dans ma chambre où je suis toute seule, quand je repense à ces séquences-là, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Quand je suis au milieu des gens, là-bas au boulot, je fais semblant d'être forte. Mais quand je rentre à la maison, je pleure. Je pleure énormément. Ce qui me fait le plus mal dans ça, c'est que j'ai été abusée sexuellement. Tu comprends un peu? Et ils se moquent de moi. Quand le jour là, on a posté que j'ai été abusée sexuellement, Babes est venu, il a posté les émojis en se moquant de moi. Poutine, il y a une capture de camp que Poutine dit qu'on viole aussi le masque. Qui a été violé? Il n'a pas cité le nom de Mirabel. Mais quand on dit on viole aussi le masque, qui a été violé? Il parlait de qui? Pourtant, lors d'une énième confrontation, Paul Chouta fera venir la supposée jeune femme de la vidéo qui confirmera qu'il s'agit bien d'elle sur cette sextape, comme le témoigne Mirabel Lingom dans un autre de ses messages vocaux. Comme cela ne suffisait pas, la fille est venue nous rejoindre à la brigade, confirmer que c'est elle qui est dans la vidéo. On nous a fait un test, on nous a passé au scanner, on a retrouvé en elle les mêmes indices corporels que la fille de la vidéo. D'ailleurs, elle a déclaré que c'est elle. Et quand on appelle Mbappé pour lui demander d'identifier la fille qui est dans la vidéo, lui et Clotengue et Joe disent que c'est moi. Mirabel révélera également que le dénommé Julien Mbappé lui enverra un message pour la convaincre de retirer sa plainte. Maintenant, il m'envoie les messages. Il m'envoie les messages pour dire que je retire ma plainte. Qu'il s'est trompé. Il ne reconnaît même pas l'erreur qu'il a fait. Il appelle mon frère pour menacer mon frère. Dans ces messages vocaux, on découvre une Mirabel abattue, au bord de la crise de nerfs. Tout ceci a gâché ma journée vraiment. Quand je me suis déconnectée vers 9h30 là, j'ai essayé de préparer ici à la maison ou alors après de faire la lessive. Après je me connecte, je vois ça. Je voulais même ça, à peine si j'ai mis une cuillère à la bouche. Quand j'ai écouté le voice là même, je vais souvent verser la nourriture là même. J'ai perdu goût à la vie. Je ne sais pas le genre de souffrance qu'on m'inflige. Je ne sais pas ce que j'ai bien fait pour mériter tout ceci. Je ne sais pas. J'étais moi tranquille dans mon monde. J'ai fini ma formation à l'INGS. Tout ce que je voulais, c'était de donner un sens à ma vie. Une nouvelle face à la société. Tout ça parce que je suis pauvre. On dit que je n'ai jamais été violée. C'est donc, chers téléspectateurs, des moments de silence qui méritent d'être observés sur ce plateau pour la souffrance que cette jeune fille a connue. Une souffrance qui n'a jamais connu de moment de répit. Elle n'a pas arrêté de marteler que ce n'était pas elle dans cette vidéo. Elle a fait sur son compte Facebook un démenti dans lequel elle affirmait qu'il ne s'agissait pas d'elle. Mais c'était sans compter sur le désir qu'ont certaines personnes d'avoir raison, même quand elles ont tort. Alors ce soir, on a perdu quelqu'un. C'est tout le plateau qui est affligé. C'est la famille de Christelle Mirabel qui ne la reverra plus jamais. C'est des projets de vie qu'elle avait bâtis sur des années et des années qui ne se réaliseront plus. Qu'en est-il des bourreaux? Où sont-ils? Que font-ils?
Est-ce que vous parvenez à dormir? Est-ce que vous êtes hanté par le visage de cette jeune fille chaque fois que vous fermez les yeux? Si ce n'est pas le cas, messieurs, je peux vous garantir que vous avez arrêté d'être des êtres humains. Vous devriez ressentir la douleur que des pères ressentent à la vue de voir, l'avenir d'un enfant gâché. Que fait la justice camerounaise? Pourquoi un procureur ne s'est pas encore saisi de cette affaire? Pourquoi des personnes qui ont exposé cette jeune fille continuent de vaquer librement à leurs occupations alors qu'elle repose dans une chambre froide? Elle était sur ce plateau de regard social. Elle nous parlait de son désir de voir sa réputation lavée et elle est morte sans avoir obtenu ne serait-ce que ce combat. Et aujourd'hui, la thèse du complot est sur presque toutes les lèvres. Nous tenons à dire qu'il n'est nullement question de politiser cette affaire. Il n'est pas non plus question de la tribaliser parce qu'il ne s'agit ni de politique ni de tribu. Il s'agit d'une jeune fille qui a été violentée psychologiquement, mentalement, physiquement et qui est morte après avoir souffert énormément. Nous avons donc, vous l'avez vu en première partie de cette première partie, si on peut le dire ainsi, Maître Tchakounte qui se retrouve dans le collectif d'avocats de Christelle Mirabel. Vous avez entendu, Maître, vous avez certainement également vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont commencé à raconter que Christelle Mirabel avait décidé de retirer sa plainte et qu'elle avait été poussée à continuer à la maintenir, cette plainte, par les personnes qui étaient tout autour d'elle. Vous avez suivi le voice dans lequel elle dit qu'elle n'a pas l'intention d'arrêter concernant particulièrement son ex-petite amie à qui elle en voulait plus qu'à tout le monde parce que pour elle, il était inadmissible que quelqu'un qui a partagé sa vie, qui était supposé la connaître, puisse la jeter ainsi lâchement à la vindicte populaire. Concernant toutes les personnes qui se sont liguées tout autour, qui n'ont pas écouté Christelle Mirabel quand elle assurait qu'il ne s'agissait pas d'elle. Mais on a sur les réseaux sociaux, autour de cette danse macabre, des personnes qui affirment, qui ont fait des directs, qui ont fait des publications pour dire qu'elle avait été poussée à continuer cette affaire alors qu'elle avait pris la décision de retirer sa plainte. Des personnes qui essaient de déplacer le débat parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de toute la violence que cette fille a subie. On nous sort des histoires sur sa date de naissance, sur un potentiel anniversaire qui avait été organisé et on essaie d'occulter le fait véritable qui est la diffamation, qui est le viol. Et après, tout cela, on a abouti à une mort. Quelles sont les actions que le collectif d'avocats dans lequel vous vous trouvez a pris pour que cette affaire continue et que Mirabel ne soit pas morte en vain? Le collectif reste disposé à continuer le combat qu'il a initié aux côtés de Mirabel. Et le ministère public est saisi. Ça veut dire que la justice camerounaise est au courant de ce que Mirabel s'est plaint des faits de diffamation et autres. Son décès n'était en rien les faits qui ont été commis par ces 4 malfrats. Et tout à l'heure, vous avez dit que demandez pourquoi aucun procureur de la République ne s'est saisi de cette affaire. Bon, je ne peux pas répondre à la question. Mais c'est ça la réalité. Et malgré le silence des procureurs de la République, parce qu'ils sont nombreux, et même de tous les acteurs du corps judiciaire, Mirabel a fait ce qu'il fallait avec l'aide du collectif pour saisir la justice. Donc, le travail continue. Et quant à l'agitation qui est subséquente au départ de Mirabel, moi, je dis que c'est tout simplement une autre forme de cruauté. C'est une méchanceté qui ne saurait passer sans conséquence, sans punition, parce qu'au-delà de la justice, la justice de notre pays, il y a celle du Créateur. Mirabel n'était pas un arbre, Mirabel n'était pas un animal. Mirabel était une merveilleuse créature de Dieu qui a vu ce qu'elle a enduré et qui, dans sa justice, fera ce qui est juste à l'égard de Mirabel, bien qu'elle ne soit plus là. Et tout à l'heure, vous avez parlé de
du comportement de ceux-là que nous appelons enquêteurs, c'est le nom qu'on leur donne. Et même dans le cadre de ces erreurs, de ces attitudes choquantes, ils continuent d'être appelés enquêteurs. Mais moi, je ne peux pas leur en vouloir. Absolument, parce qu'il peut agir ainsi sous l'effet de l'ignorance. Parce qu'il y en a là-dedans qui, parfois, ont du mal à écrire leur propre nom. Mais on leur confie des dossiers que leur mental ne peut pas supporter. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mener une bonne enquête dans le cadre de certaines affaires. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons au quotidien. Sinon, d'où viendrait l'idée de contester les faits tels que ça s'est passé pendant l'enquête, alors que les auteurs sont là pour dire c'est nous. Et ça, c'est le tréfonds de la faiblesse de notre justice, malheureusement. Le manque de qualification et même parfois le manque de sérieux dans les diligences au cours d'une enquête. Il ne devait pas en être ainsi. Et le drame, c'est que vous ne pouvez même pas, de manière objective, dire à celui-là qu'on appelle enquêteur que, écoutez, c'est pas comme ça. Non, il va vous dire, vous ne m'apprenez pas mon travail. Le travail qu'il ne connaît même pas. Il ne connaît pas, il ne comprend rien à ce qui se passe, mais l'autorité lui confie le dossier, sachant qu'il ne comprend rien, et il commet toutes les bavures que vous pouvez imaginer là-dedans. Et voilà, nous espérons que des cas comme ceux de Mirabel vont permettre à qui de droit de corriger le tir, de revoir la façon de travailler et de confier des enquêtes aux personnes qualifiées, capables de comprendre. D'accord. Clarence Yongo, on aborde une autre question avec vous, avec tout ce qui est en train de se passer, ce qu'on a qualifié finalement de danse macabre autour du décès de Mirabel. On se rend compte que ces gens essaient de déplacer le débat, de le centrer sur des futilités et de détourner. D'ailleurs, vous êtes journaliste, vous maîtrisez cette école, ce courant de pensée qui s'appelle Agenda Setting, qui consiste justement à déplacer l'attention sur un sujet particulier pour la focaliser sur un autre sujet. Et c'est ce que ces gens sont en train d'utiliser aujourd'hui. Et ils tentent de noyer le poisson, on va dire. Oui, c'est vraisemblablement ce qui est en train de se passer en ce moment. On déplace le débat pour le diriger ailleurs afin que les consciences se concentrent sur autre chose. Et bon, malheureusement, il y en a qui suivent ce courant. Mais pour nous qui sommes en plein dans cette action et qui suivons de près cette actualité, nous ne pouvons pas oublier quel est le problème central aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a évoqué tout à l'heure cette personnalité qu'avait Mirabel. Mirabel s'appelait Zena. Pour elle, elle était une guerrière en fait. Elle me disait, je suis une guerrière, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. J'ai beau ne rien avoir, mais je suis une guerrière. C'est pour ça qu'on m'appelle Zen ou Zena. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'était son petit nom, Zena. Même sur son compte Facebook. Voilà. Et donc, en tant que guerrière, elle savait très bien à qui elle avait affaire. Ce Julien Bapès, qui au départ est venu avec peut-être l'idée de la reconquérir, sait-on jamais, parce qu'elle sortait quand même de l'INJS, où elle était désormais, je crois, opératrice de développement et manager des collectivités locales. Exactement. Parce que c'était de ça qu'il s'agissait. Peut-être qu'il essayait d'une certaine façon de la reconquérir. Elle qui sortait d'une famille pauvre, qui était pauvre et qui était destinée à avoir une vie meilleure, parce que c'est de cela qu'il s'agissait. Et donc, il s'est dit peut-être qu'en utilisant des stratagèmes, je peux me rapprocher d'elle. Observez bien, qu'est-ce qui se passe? L'image qui a été utilisée, c'est l'image de sa sortie de l'école. Elle est en tauge. Exactement. Comment peut-on pousser la cruauté à ce point? Utiliser cette image, qu'est-ce que ça veut signifier? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message? Parce que c'est toutes ces questions qu'on doit se poser. Et donc aujourd'hui, ce que je veux dire, et comme d'autres personnes qui suivent l'affaire, parce que moi personnellement, on m'a indexé comme étant quelqu'un qui a reçu de l'argent pour parler de cette affaire. Et donc, je leur ai dit, je parle des affaires des femmes, des droits de femmes au quotidien. Depuis des années. Depuis des années, depuis au moins 20 ans. Ma foi, si je recevais de l'argent, je pense que j'aurais au moins un gratte-ciel aujourd'hui. Et donc, ça ne va pas empêcher quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme Maître Tchakounté ou bien d'autres personnes, comme le professeur qui est là,
Et j'ai également des jeunes qui sont des camarades de Mirabel qui m'ont interpellé, qui ont dit « Ah, c'était notre camarade, on espère vraiment que vous n'allez pas laisser tomber cette histoire ». Donc, déplacer le débat ne va servir à rien. Il s'agit d'une question de droits de femmes, je l'ai dit et je le martèle. Il s'agit du cyberharcèlement, vous l'avez diffamé et vous devez répondre de vos actes. C'est simplement de cela qu'il s'agit. Et donc, déplacer le débat et en faire un problème politique, à la base, sachez que vous avez perdu. Parce que si on le déplace et qu'on le met dans un autre cadre, il ne marche pas du tout. Si vous le déplacez et que vous le mettez dans un contexte tribal, en analysant tous les protagonistes, on va bien comprendre que ce n'est pas une question de tribalisation, de tribalité. Donc ça ne marche pas du tout non plus. Et donc le débat va être recentré. Il s'agit d'un problème de diffamation et de viol. Et ça reste tel que tout le monde le connaît. Et donc le débat est recentré aujourd'hui, je pense. D'accord. Alors, vous faites partie des personnes qui ont échangé avec Mirabel. Elles sont plusieurs qui ont pu échanger avec elle à la fin. C'était une Mirabel totalement abattue, malgré le désir qu'elle avait de continuer son combat. C'est comme des montagnes russes, on sait comment ça se passe. Il y a des jours où on fait avec et des jours sans. Et Mirabel a connu ces jours-là de nombreuses fois. Et vous étiez des personnes qui essayaient de lui remonter le moral au quotidien. Alors, chaque fois que vous sortiez de là, qu'est-ce que vous ressentiez vis-à-vis de cette jeune dame forte? Alors, il y a une chose qu'il faut qu'on marque vraiment d'une pierre rouge. Mirabel, c'était quelqu'un de caractériel. Vraiment, vous n'avez qu'à l'écouter. C'est quelqu'un qui avait un franc-parler et c'est quelqu'un qui était très loquace. Vous avez dû le remarquer en suivant les reportages qui ont été faits. Alors, malgré cette force de caractère, il faut quand même dire qu'elle a fait face à un traumatisme. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les matins qu'on se lève et qu'on a son image qui est traînée sur la toile, tel que ça a été le cas pour elle. Et c'était une épreuve quotidienne. Il y avait des jours effectivement avec et des jours sans. C'est-à-dire il y avait des jours où c'est même elle qui me disait « Tata Clarence, comment vas-tu ?» Et vraiment avec une humeur positive et tout. Et puis le lendemain, ce n'était pas forcément pareil. Et donc, je t'ai amené à lui dire, bon, le Seigneur veille, écoute, c'est une épreuve, certes, mais c'est une épreuve qui va passer parce que tu es une guerrière et en tant que telle, ne te laisse pas abattre. Dans les circonstances de cas de violence, je pense que Maître aussi rencontre ces cas-là au quotidien. Dans les circonstances des cas de violence, il est important de remonter le moral aux victimes. Et donc, malheureusement, on est dans un contexte où ce sont les victimes qui sont exposées. Or, il faut revenir à la base. Quelle est la personne qui a mis l'image de cette jeune fille en danger? C'est un monsieur qui s'appelle Julien Bapès. Est-ce que vous savez à quoi il ressemble en réalité? Pas vraiment. Son image ne circule pas beaucoup. Il est pépère, tranquille hein, dans son coin, celui-là. C'est ça la problématique, en fait. Il est tranquille. C'est ça la problématique. C'est-à-dire que quelqu'un a exposé l'image d'une jeune fille qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qui ne savait pas c'était quoi une sextape. La première fois que je parle avec elle, elle me dit sextape. Je savais même pas. Elle en parle comme sextape. Vraiment, elle ne connaît même pas la prononciation de cette affaire. De cette affaire-là. Elle ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, elle ne savait pas c'était quoi une sextape. Quand on lui parle de sextape, elle ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, quand elle répond à Julien Bapès, d'après ce qu'elle me dit, elle lui répond comme ça. Elle lui dit, je pense que tu ne me connais pas. Parce qu'en fait, elle ne sait pas ce que c'est qu'une sextape. Elle ne sait pas ce que c'est. Et donc, elle se retrouve dans ce tourbillon de malheur avec ces âmes méchantes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une horreur. Vivre cette horreur-là, même si on est fort de caractère, ce n'est pas du tout évident. Mais, comme je l'ai dit, c'était une femme forte et qui avait l'intention de construire une vie par ses propres moyens, par le biais de son travail. D'accord. Alors, si son image a été diffusée pour la première fois par ce Julien Bapès, il faut dire qu'il n'était pas seul. Et là, j'aimerais bien avoir votre point de vue, professeur Ngadifna. Il n'était pas seul. On peut comprendre qu'il a eu le désir de reconquérir Mirabel. Déjà que lui, même s'il s'était trompé au départ,
même si Mirabel ressemblait trait pour trait à la compagne de Paul Chouta, à partir du moment où on vous dit 1, 2, 3 fois, c'est pas moi, vous devrez quand même pouvoir prendre la décision de revenir sur ce que vous avez continué à dire. Mais non, il a quand même pu entraîner avec lui 1, 2, 3 personnes. Et de ces 3 personnes, Jean-Louis Batoum, qui est l'une de ces personnes, va rencontrer Mirabel. Il va la rencontrer, il va écouter son point de vue. Et de ce que Mirabel nous explique, il réalise en ce moment qu'il s'est fait berner par Bapès. Mais ce qui fait froid dans le dos dans l'affaire, c'est qu'à sa sortie de là, il ne fait pas de publication pour le dire. Il ne demande pas pardon à Mirabel. Il n'arrête pas ses amis qui continuent inlassablement de le faire. Au contraire, toutes les personnes qui ont véhiculé cette information dans le but de remettre la vérité au devant de la scène sont attaquées par ces messieurs, que ce soit Jean-Louis Batoum, que ce soit Clotaire Guedjo, que ce soit Poutine le Lion. C'est des personnes qui ont continué quand même à mener cette cabale contre cette jeune fille, malgré le fait qu'elle ait dit non. Alors, le principal concerné qui est Bapès, qui se rend compte qu'il a été trompé. Au moment de la confrontation, Jean-Louis Batoum et Poutine le Lion affirment que, bon, au vu de ce qui se passe, il réalise finalement qu'il ne s'agit pas de Mirabel, mais pas le cas de Bapès. On voit jusqu'à quel point la méchanceté peut pousser quelqu'un à faire des choses terribles. Ça veut dire que des inconnus réussissent à déterminer qu'il ne s'agit pas de son ex-copine dans la vidéo, mais lui peut-être parce qu'il savait déjà qu'il était allé trop loin. Il refuse de faire machine arrière et il continue d'affirmer qu'il s'agit effectivement de cette personne. Et je profite également, professeur, excusez-moi d'être longue, c'est des idées qui me viennent, qui peuvent partir, vous savez comment le cerveau fonctionne. Dans le cadre de cette affaire, les personnes qui citent nommément Mirabel sont Bapès et Clotaire Guedjo, qui citent nommément, parce qu'on va dire que par un subtil jeu de passe-passe, Poutine le Lion ne le fait pas. Batoum, quand il réalise même qu'il ne s'agit pas de Mirabel, il commence à être plus réservé dans l'affaire, il ne multiplie pas les publications. Mais les deux qui ont continué à harceler cette petite, au moment où il se retrouve devant Paul Chouta à la confrontation, il continue de dire qu'il s'agit d'elle dans la vidéo. Une fille qui a vu sa vie descendre sous ses yeux. Vous savez qu'il y a une théorie en sociologie qui dispose que chasser le naturel, il revient au galop. Et j'ajouterais que pour avoir une conscience de quelque chose, pour avoir la rationalité et la logique, il faut d'abord avoir un cerveau. Je pense que la vérité étant établie, on n'a pas besoin de justifier des études en droit ou en avocature. Du moment où quelqu'un vient établir pour dire dans cette vidéo, c'est moi, et la deuxième personne vient corroborer, quel est l'autre élément de preuve qu'il fallait administrer? Je crois que le débat était tranché à ce niveau. Mais vous voyez quelqu'un de fondamentalement, de viscéralement méchant, qui insiste dans l'erreur, qui persiste dans l'erreur. Si ce n'est pas quelqu'un animé de manière démoniaque, quel est le qualificatif qu'on pourrait donner du moment où la confrontation est faite et des gens sont passés aux aveux pour dire ce n'est pas elle. Donc je crois que l'hypothèse c'est que bon, battante qu'elle était sortie d'une école prestigieuse comme l'INJS, ayant peut-être la possibilité de redorer son blason, je crois que c'est un homme qui lâchement, mais alors très lâchement, voulait reconquérir, mais par des méthodes pas orthodoxes. Ça, je crois que on peut arriver à cette conclusion aujourd'hui. Maintenant, au-delà, il y a quand même un fait curieux qui, jusqu'à ce que mort en arrive, il s'agit quand même d'une femme. Nous avons un ministère dédié à la femme et à la famille, adoubé de notre ministère des Affaires sociales. D'où vient ce silence coupable relativement à une gente féminine jetée en pâture pour que nous arrivions jusqu'à ce niveau du trépas? Il y a quand même cette question que nous devrons nous poser ou bien avoir quand même en l'esprit. Qu'est-ce qui a été fait qu'une fille dise que ce n'est pas elle, mais que ce soit des individualités, que ce soit des particuliers qui prennent la chose à bras le corps? Je crois qu'il y a la négation de l'humanité que nous devrons remettre sur la table, essayer de réfléchir pour savoir si nous sommes
tous humains, si nous avons tous la même conception de l'humanité, surtout la gente féminine, celle d'où dépend tout homme. Donc je crois qu'il y a quand même ces deux réflexions-là. Donc de mon point de vue, la vérité est établie. Mais pourquoi nous sommes tous silencieux? J'ai cru entendre tout à l'heure qu'elle aurait perçu de l'argent. Mais c'est même paradoxal, puisqu'elle est d'une famille qui n'a rien. D'où cet argent serait sorti où pour qu'on défende. Pourquoi payer Clarence Yongo. Effectivement. Donc je crois qu'il y a quand même une justice immanente qu'on doit craindre au-delà de cette justice que nous... Au-delà de cette parodie, j'allais dire justice, mais cette parodie de justice que nous essayons de rendre compte là. Je crois que la mémoire doit être célébrée. Nous devrons tout faire pour que la vérité soit établie et que les bourreaux soient sanctionnés pour que le cas soit le dernier cas et qu'elle soit un peu comme l'agneau de Dieu qui lave ou qui porte sur lui tous les péchés du monde. Pour dire, elle peut-être, mais elle, ça va et plus jamais cela. D'accord. Et je pense que c'est avec vous qu'on va donc mettre un terme à la première partie de ce programme. Nous tenons donc, avant de le faire, nous tenons à présenter nos condoléances les plus attristées à la famille, aux connaissances de Mirabel. Nous tenons à l'accompagner avec des pensées, pour le moins, des pensées pieuses jusque sur le chemin que le Seigneur a réservé pour elle. Il ne s'agit pas d'un adieu, il s'agit juste d'un au revoir, puisqu'on est tous appelés à prendre cette voie. Nous vous demandons à tous, dans tout ce qui est à la maison, qui nous regardez sur vos smartphones, sur vos écrans de télévision, sur vos laptops, d'avoir des pensées très positives pour Mirabel. Elle en a besoin. C'est des pensées qui iront contrer la cabale, la danse macabre qui se passe autour de son corps en ce moment. N'oubliez pas, n'hésitez pas à prier pour elle. N'hésitez pas, si vous connaissez les membres de sa famille, à leur transmettre de bonnes ondes. Ils en ont besoin. Mirabel en a besoin, même si aujourd'hui elle est décédée. Et nous passons à la deuxième partie de ce programme, qui est le cas social. La famille est l'unité sociale de base au sein de laquelle sont communiqués aux jeunes membres de la société les normes et les valeurs, les croyances et la connaissance, ainsi que les compétences utiles au quotidien. La famille est... La petite chose, j'ai fait. Il y a mon oncle qui a dépassé. Il m'avait dit que ma fille était un problème. Voilà, je peux se battre, je suis la seule. Parce que quand ton père, quand il vient chez moi, il a tapé les choses. Téclair vit dans un environnement où la précarité et la promiscuité leur imposent la cohabitation. À cela vient se greffer le cas de son fils. Si tu vois, il y a souvent un monsieur qui se considère mon fils. Si tu le vois, tu l'appelles. Moi, je n'avais pas la tête là-bas. Ma tête était seulement que je pars à l'hôpital pour aller me renseigner pour se considérer mon fils. Mais je ne sais pas la personne qui est partie voir ce monsieur pour venir pour se considérer mon fils. C'est un jour que je sors avec les œufs, je pars au marché, je pars en Bopi pour aller vendre mes œufs. Je viens tard, c'était un dimanche. Je reviens tard à 18h. C'est là où le monsieur là se place ici derrière, cause avec ma voisine qui est en ici là. Il dit, je ne sais pas ce qu'il causait. Le monsieur là me voit, mais à final, tu me vois, tu ne me salues pas, que pardon. Ma tête n'est même pas la vôtre, tranquille, je suis là, je suis partie, ça n'a pas donné d'ailleurs, je suis revenu avec les œufs. Laisse-moi, tranquille, il insiste, je les laisse, moi j'entre à la maison. Subitement, je vois le bon monsieur, il part chez lui, il revient avec les choses. Là où il demande, il entre. Il commence à couper les choses pour séquencer l'enfant. C'est là où il demande, il dit, tu es venu séquencer l'enfant que je t'ai donné de l'ordre, ou c'est moi qui t'ai demandé de venir séquencer. Il m'a dit qu'il a causé avec mon voisin, c'est que tu as causé avec lui. Je suis d'accord. Moi, il m'avait dit que je pars à l'hôpital pour aller me renseigner pour la séquencer de l'enfant.
C'est ça qui était dans ma tête. Ce n'était pas dans ma tête que pas appeler les gens au quartier pour venir circoncire l'enfant. Ma grand sœur était là, la mère du petit, les enfants sont partis à l'école, était là. Avec ma grande sœur qui a payé son mari, qui est rentré chez elle, ils étaient là. Mon grand frère n'était pas là. Mon voisin aussi était en route avec le mari de ma grande sœur. Mon voisin envoie le mari de ma grande sœur les nouvelles qu'ils viennent dire à la maison qu'on ne circoncis pas l'enfant dans la nuit tard. Et le monsieur était venu sous, un dimanche sous, tard dans la nuit. Il a commencé à circoncire l'enfant. C'est là où il est venu dire, il est venu après dire on dit au monsieur là, alors que le monsieur avait déjà découpé le pénis de l'enfant depuis. C'est là où il avait dit que papa, toi tu ne comprends pas les conseils, ce qu'on te dit. Le monsieur a nous répond qu'on ne l'apprend pas son travail. Il sait ce qu'il fait. Toi voilà qu'en de faire ça. Si tu fais ça, tu rates. Je vais te mettre en sommeil et tu vas dormir très mal. Et là, quand il a fait ça, depuis le jour là, il venait faire le pansement, il vient faire le pansement, il part. Après ça, quand le haut de ça s'est vite cicatrisé, il nous a appelés. Le mercredi, ils sont partis dans son hôpital à Saint-Paul. Ils sont partis, il pleuvait, ils sont partis à Mombo là. On arrive, moi, sachant que c'est l'opération, alors que ce n'était pas l'opération, il a encore le haut là, c'était fermé, ils ont encore découpé ça encore à zéro pour voir si la tête de ça, où ça va donner, où ça va faire comment. C'est depuis le jour là, le monsieur a se sorti à l'hôpital, depuis le jour là, le monsieur là n'a jamais mis pied ici. Face aux turpitudes de la vie et les pleurs incessants de sa mère, le petit garçon de 4 ans seulement sait déjà se tenir comme un homme. Ses efforts sont consentis à ne plus voir sa mère peiner. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, étant couché sur un canapé, Lazare se lève et marche. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, soldats de la solidarité, comme Irène Tembe aime à vous appeler, le cas social de ce soir est donc on va parler de plusieurs cas sociaux en un. Il s'agit d'un petit garçon qui va donc subir cette erreur de ce médecin à qui on n'apprend pas son travail d'ailleurs. Il a dit chaque fois qu'il était interpellé par la famille et il a donc charcuté le sexe de ce petit garçon qui a de fortes chances de n'être plus un homme dans le sens propre du terme, parce que vous savez, l'assurance qu'un homme a, qu'un être humain a, vient également de cette partie de son corps. Il est donc question de sauver Lazare, de faire donc tout ce que vous pouvez en termes de contribution pour que la maman de Lazare ainsi que Lazare arrête de pleurer. C'est une maman totalement en larmes. Elle a à peine 26 ans que déjà elle doit braver toutes les difficultés de la vie. Téclair a besoin de vous pour venir en aide à son fils, mais également pour lui venir en aide à elle-même. Elle qui vit dans des conditions désagréables, qui des fois n'a même pas 100 francs pour acheter du pain à ses 2 enfants, des enfants dont le père a pris la poudre d'escampette. Nous avons Téclair sur ce plateau avec nous ce soir, qui va donc nous donner quelques précisions sur sa situation. Bonsoir Téclair. Bonsoir. Alors il faut dire que tu es la dernière enfant d'une famille de 10. Ton papa qui est décédé il y a 3 ans était la principale personne qui subvenait à tes besoins. Aujourd'hui, tu te retrouves seule dans une maison totalement délabrée. Vous avez vu l'état de la maison dans le reportage. Et d'ailleurs, vous précisez que dans la chambre de Téclair, il y a de l'eau qui sort sous le sol, du sol. Donc ça veut dire que quand les enfants et elles-mêmes descendent du lit, vous devez tremper les pieds dans de l'eau avant de pouvoir sortir de la chambre. Alors, Téclair, on a tous cette question qui nous brûle les lèvres. Vous avez expliqué dans le reportage que c'était le voisin qui avait payé pour la circoncision de votre enfant. Quelles sont les relations que vous avez avec le voisin? Est-ce qu'il a l'habitude de vous venir en aide? Oui, tous les jours. Il y a parfois, il dit souvent quand mon fils se réveille le matin, il me demande souvent que, comme lui m'appelle que Fina m'appelle pas maman, puis il veut manger que je n'ai pas l'argent. Quand il y a personne besoin,
J'ai dit qu'il va voir Tom Bobo. Là, il va t'aider. C'est comme ça qu'il parle là-bas. On lui donne l'argent, c'est ça. Il vient et tout, nous rien comme ça. C'est comme ça que mes enfants meurent. Non, ça veut dire que c'est le voisin qui a payé pour la circoncision de votre enfant, qui est l'homonyme de votre garçon. Oui. Et il a l'habitude de vous débloquer, de vous donner de l'argent quand vous traversez des situations difficiles. Il donne, mais ce n'est pas tous les jours. Oui, mais il fait à son niveau. Il fait à son niveau. D'accord. Le soir de la circoncision de votre fils, vous revenez d'une journée folle. Il faut préciser, si vous l'avez bien suivi dans le reportage, chers téléspectateurs, que la tante de Téclair, qui était donc fatiguée de l'avoir traîné dans le quartier, lui a donné à plusieurs reprises un fonds de commerce, notamment pour vendre des œufs. Donc, quand Téclair se réveillait le matin, elle faisait cuire ses œufs, les portait sur sa tête et faisait le trajet qui quitte de chez elle à la BP Cité jusqu'au marché Mbopi pour essayer d'écouler sa marchandise. Mais ce jour, le marché était difficile parce que vous êtes revenu avec des œufs à la maison. Ça veut dire que moralement, vous n'étiez déjà pas stable quand le monsieur débarque pour circoncire votre fils. Il y avait un jour, mon voisin s'est tamponné à l'entrée du marché de la cité. Il m'avait dit depuis que ma fille, je veux prendre charge pour la circoncision de ton enfant. J'ai dit ok. Le moment là, je ne faisais rien. J'ai dit ok, merci, ça va m'aider pour un pas. Mais si je trouve l'argent, je veux faire les autres. C'est là où me dit un jour que, le même jour, me dit que si tu as le temps, va au marché de la cité, puis tu vas coucher ta fille si tu te prends les renseignements. Je lui ai répondu le même jour que le jour que j'aurai le temps, je vais aller voir et je vais venir te dire. Je ne suis pas partie. Tu n'es pas partie parce que tu vendais des œufs. C'est là où ma tante m'avait donné l'argent de commencer à vendre les œufs, sardines, pain, mayonnaise. Je sortais tous les jours. C'est un dimanche que je rentre, que le marché m'a tapé. Au niveau de mon piscine, je rentre avec les œufs, avec toute la fatigue. Je trouve ma voisine qui causait avec le type là derrière la maison. Il me voit, il me demande que final, tu me traverses, tu ne me salues pas. C'est là où il répond que laisse-moi tranquille. Je suis sortie là-bas, le marché, ça n'a pas donné. Je suis entrée à la maison. Il est parti, où ils ont causé quoi, je ne sais pas. Il est parti chez lui, aller prendre les choses et venir à la maison. Et il est venu ce dimanche étant sous à la maison. Quand il est entré, moi, quand il parle, c'est d'abord ça, l'odeur de l'alcool, qui m'a poussé à lui demander que, est-ce que tu viens circonciser mon fils? Je t'ai demandé de venir le circonciser, ou c'est quelqu'un d'autre qui t'a demandé de venir faire ça? Il me répond que je n'ai pas causé avec toi. J'ai causé avec l'homonyme de ton fils. C'est là où, quand il dit ça, je reste un peu tranquille. Il finit de découper les choses, il met sur la table. Je lui demande que, ambassade, est-ce que tu viens circonciser l'enfant tard dans la nuit, étant sous? Est-ce que c'est bon? Si c'est ton enfant qu'on fait comme ça, tu serais content? Il ne parle rien. Mombo, pendant ce temps, Mombo était de l'autre côté, en route là-bas, avec l'homonyme de mon fils. Il vient en courant, il dit à ma grande sœur que vient avec quelques ambassades. J'ai l'homonyme de ton fils a envoyé la nouvelle ici là que j'ai dit, on dit au type là qu'il ne doit pas circonciser l'enfant tard dans la nuit passée, il est sous. Et la lumière chez nous est d'abord sombre. De faible intensité, exactement. Elle est sombre. Le monsieur nous répond que on le laisse tranquille. Qu'on ne la prend pas
son travail. Et c'est ça qui est plus choquant parce que après vous avoir dit qu'on ne lui apprend pas son travail, il va quand même réussir l'exploit de rater une opération, si on va l'appeler comme ça, qu'il a l'habitude de faire. Moi, je lui ai fait confiance parce que quand il m'a dit ça, je lui ai fait confiance. Il a donc fait. Quand il a fait, il avait d'abord touché la veine de l'enfant. J'ai vu le sang sur... Comment on appelle ça? Sur la compresse. Sur la compresse et sur la table pleine. Mais mon cœur n'a pas donné, ça a tapé 2 fois. J'ai dit au diable, voilà ça que tu as fait. Si tu sais que tu as mal fait ça, je te jure, sur la tombe de mon père, tu vas payer ça très cher. Très cher. Et c'est là où, quand je lui ai dit ça, il a rappelé toutes les bêtises là, aller jeter. Mettre la bande, faire le pansement à l'enfant est parti. Comme il est parti, c'est là où moi et ma grand-sœur, j'ai dit à ma grand-sœur que, te voilà. Vous tous, vous avez accepté que, parce que si c'était ton enfant qu'on faisait ça, ton dernier fils, tu n'allais pas être content. Mais quand c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, vous tous, vous gonflez comme le taboka. Tout le monde parle ce qu'il peut parler. D'accord. Et donc, finalement, quand Théclaire va se rendre compte que la plaie de son fils ne cicatrise pas, elle va relancer le monsieur et ensemble avec son beau-frère, ils vont se rendre une fois de plus à l'hôpital. Là-bas, une autre opération. Non, j'étais avec ma grande sœur, celle qui vit à la maison. D'accord. À l'hôpital. Et là-bas, une autre opération va être faite par ce monsieur pour tenter d'arranger. Mais sauf qu'au sorti de là, vous vous rendez compte qu'il a coupé le prépuce de votre enfant. C'était d'abord, la tête de ça était pourrie. Le Jacques l'ongle, quand tu vois l'ongle d'un pourri là, c'est l'enfant de mon homonyme, de mon enfant, qui constate cela. Qui me dit que final m'appelle, tu vois le tube de ton enfant encore de pourri. Moi, en sachant que c'est la bétadine, parce que le type m'avait dit que c'est la bétadine qui fait ça. Je nie jusque la petite fille me dit que ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Allez, va à l'hôpital. C'est là où j'ai dit à la petite fille que moi j'avais dit à ton père que on amène l'enfant à l'hôpital depuis. Mais c'est le type qui fait que nous rassurer que ça va aller. D'accord. Toujours est-il que vous arrivez à l'hôpital et il va faire ce qu'il pourra, mais ça fait 2 mois que le petit Lazare trimballe son mal. Une plaie qui n'est pas en train de guérir. Vous avez vu ces images intenables de ce petit garçon, un garçon qui est obligé de s'accroupir pour faire pipi, un garçon qui, malgré la douleur qu'il ressent dans sa chair, pour ne plus voir sa mère pleurer, décide sur lui de prendre la douleur comme un homme. 4 ans seulement, et il doit déjà supporter autant de choses de la vie. À côté, il a sa petite sœur qui est malade et le papa qui a pris la poudre d'escampette. Et donc, pour vous dire, chers téléspectateurs, que c'est un cas urgent. Il est urgent de sauver ce petit garçon, urgent de l'amener à l'hôpital pour qu'un diagnostic soit posé et que des soins lui soient apportés au plus vite pour qu'il arrête déjà de se sentir aussi mal, de trimballer ce bout de tissu qu'on lui attache autour du cou pour protéger ses parties intimes et puis finalement d'aller à l'école comme tous les enfants de son âge. Donc nous vous incitons vivement à commencer à contribuer au travers les numéros qui s'affichent en ce moment au bas de votre écran et donc de faire un geste pour le petit Lazare. Nous avons sur ce plateau un neurologue qui a accepté de nous éclairer donc sur ce que ce petit enfant traverse. Nous avons le docteur Thierry Cuicheux qui a donc accepté d'être avec nous ce soir. C'est un habitué des plateaux de Regard Social. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir. Alors c'est un cas qui est vraiment choquant ce soir. On est en train de parler d'un homme qu'on tente d'émasculer. Le médecin qui savait ce qu'il faisait apparemment va finalement se retrouver en train de ne rien savoir du tout. Alors, quel est le diagnostic que vous pouvez poser? C'est vrai que vous n'avez pas encore rencontré le petit Lazare, mais vous avez vu des images. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Est-ce que c'est rattrapable? Ah, c'est très grave, parce que là, je pense qu'il a eu à amputer le gland du petit. Sûrement, initialement, il a fait de façon partielle. C'est pour cela qu'un bout de chair était encore présent, mais qui a progressivement nécrosé. Et il a dû seulement l'enlever lors de la deuxième intervention.
c'est extrêmement grave parce que la possibilité de récupération du gland est presque impossible. Là, il faudra simplement essayer de permettre que cet enfant puisse uriner de façon correcte, convenable. Et je pense qu'également il pourra avoir des rapports sexuels et même des enfants lorsqu'il sera plus grand. Bon, alors, je tiens aussi quand même à préciser que je ne pense pas que ce soit un médecin. En tout cas, j'espère que ce n'est pas un médecin. Parce que je ne crois pas qu'un médecin pourrait travailler dans de telles conditions. Autre chose, c'est... Bon, j'ai eu à discuter avec la maman de l'enfant avant l'émission. On m'a parlé d'une intervention à plus de 15 000 francs dans sa maison. Je pense qu'il y a des structures publiques, la Quintini, l'hôpital des Sœurs, où on peut faire de telles interventions dans de meilleures conditions et beaucoup moins chères. Je ne sais pas pourquoi parfois les familles ne se rapprochent pas des hôpitaux publics. Là, vous êtes dans la sensibilisation. Oui, c'est très important parce que là, je pense que c'est plus la prévention qu'il faut faire ici parce que les chances de récupération sont quand même assez minimes chez lui. On pourra faire ce qu'on pourra, mais il faut plus que ce genre de cas arrivent. Alors moi, j'aime les notes positives, hein. J'aime tout ce qui se termine bien. Est-ce qu'il est possible de faire une reconstruction chirurgicale? Excusez-nous, vraiment, on voit des films qui nous permettent d'imaginer des choses incroyables. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse faire une reconstruction chirurgicale pour permettre... Parce que moi, je le dis, vous êtes un homme, docteur. Le sexe joue un rôle important dans la confiance en soi. Alors, un homme qui est conscient de n'avoir pas un sexe qui est comme celui de tous les hommes est un homme qui va commencer à se développer des complexes. Est-ce qu'il est possible qu'on fasse une intervention chirurgicale, du moins pour permettre à ce garçon, demain, il est tellement fort, et ce serait dommage de perdre cette force? Non, je pense que il a un sexe, mais qui est amputé. Il est amputé d'une partie plutôt importante du corps, aussi bien au niveau de la sensation qu'il aura au cours de ses rapports que de l'esthétique. Mais dit qu'on pourra rattraper, reconstruire cette partie, ça revient presque à des miracles. Actuellement, de par le monde, les greffes du pénis n'ont été effectuées, d'après mes connaissances jusqu'à récemment, que 3 fois. D'accord. Donc, ce n'est pas des interventions qu'on réalise de façon très fréquente. C'est dans des structures, c'est en Afrique du Sud, en Amérique, je pense. À part là-bas, non, on ne les fait pas. Mais je pense qu'il pourra aussi bien être un homme que moi et d'autres. Il pourra avoir des rapports sans difficulté, du moment qu'on fera une intervention pour pouvoir corriger les différentes anomalies qu'il présente pour le moment. D'accord. Essayer de corriger au maximum l'esthétique pour que ça ressemble au mieux à un sexe normal. D'accord. Et on va se laisser aller à la rêverie. Lorsque vous allez le rencontrer, le petit Lazare, ce sera directement dans un bloc? Est-ce qu'il y a un traitement antibiotique? Est-ce qu'il y a des choses qui lui seront données en prélude à ce traitement? Non, il faudra l'examiner, essayer de voir exactement l'état des lieux et ensuite sûrement programmer une intervention. Bon, je ne sais pas, peut-être si en cas d'infection en cours, il faudra sûrement corriger avec des antibiotiques et ensuite passer à une intervention chirurgicale. Vous l'avez compris, messieurs et dames, c'est donc quelque chose qui s'annonce vraiment compliqué, mais la bonne nouvelle dans l'affaire, c'est qu'on peut effectivement soigner notre petit bout de chou. Il a seulement 4 ans. Seulement, ça veut dire qu'il est à l'étape de sa vie où il doit jouer, courir, manger, mais il doit déjà traîner des problèmes qui dépassent son entendement, notamment trimballer une plaie entre ses jambes pendant de nombreuses semaines. Le petit Lazare a besoin de vous, il a besoin de vos contributions. Il ne va pas à l'école parce que sa maman n'a pas la possibilité de lui payer les cours, de lui donner le matériel didactique. Mais je sais que dans toute votre générosité, vous qui êtes habitués à des cas qui touchent à l'âme, vous avez la possibilité, vous pouvez d'ailleurs faire ce qu'il y a à faire pour que cette fille esseulée et abandonnée à elle-même avec ses 2 enfants puisse retrouver le sourire, avoir un fonds de commerce pour subvenir à ses besoins. Alors, docteur, avant de prendre Irène Tembe sur ce plateau, est-ce que vous pouvez nous faire une estimation? C'est possible, une estimation des soins? Sans avoir eu l'enfant, franchement, j'aurais du mal quand même de te donner un chiffre.
Alors, ils n'ont qu'à faire exploser les téléphones que Irène a en sa possession. Oui, ce sera surtout pour la suite, après l'intervention également, vu sa situation très, très compliquée. Mais pour ce qui est de l'intervention, je pense que ça ne demande pas... ça demande, c'est vrai, un bon suivi, une bonne intervention. Mais je ne la trouve pas si chère par rapport à certains cas que j'ai eu à prendre ici sur le plateau. D'accord. Merci infiniment, docteur. Merci de vous être déplacé pour arriver sur ce plateau. À votre suite, nous accueillons Irène Tembe, qui est notre bout de soleil sur ce plateau, qui vient en fin d'émission pour vous faire l'état des contributions. Et elle est justement ce rayon de soleil parce qu'aujourd'hui, on a de très, très, très belles nouvelles. Bonsoir Irène. Bonsoir Kate. Alors, si tu nous parlais de toutes ces excellentes nouvelles que tu nous ramènes. Je dirais d'abord à l'entame, il y a un téléspectateur qui nous a envoyé un message tout au long de l'émission d'un poète qui s'appelle Alphonse Lamartine qui disait « Regard social est un peu comme des poètes qui est la voix de ceux qui n'ont pas de voix ». Donc ce soir, sur ce plateau, nous avons eu le cas du petit Lazare. Et nous pouvons déjà dire à la mère du petit Lazare qu'elle a toqué, elle a frappé à la bonne porte. Mais avant d'entamer le chapitre du petit Lazare, nous allons d'abord clôturer le chapitre de Dame Brigitte, qui était présente sur ce plateau la semaine dernière, dont les enfants étaient victimes d'un incendie. Les 6 enfants étaient décédés. La levée de corps, la veillée s'est encore débutée à 18h au lycée de Brazzaville. Et jusqu'à 6 h du matin, vous pouvez, chers téléspectateurs, aller assister à cette veillée sans corps. Et demain, aux environs de 10 h, vous aurez la levée de corps de ces 6 enfants à l'hôpital Tegal. Les bonnes nouvelles, c'est que Kate a martelé sur ce plateau la semaine dernière, a sensibilisé les soldats de la solidarité, a sensibilisé le gouvernement, les membres de l'administration, et nous avons reçu des très très bonnes nouvelles de ces membres de l'administration, de ces membres de notre gouvernement. Nous tenons déjà à les remercier et nous sommes très heureux de savoir que Regard Social, le cri de cœur que nous lançons sur ce plateau est vraiment entendu dans les plus hauts cieux. Nous disons merci au maire de la ville de Douala, c'est-à-dire le docteur Roger Bassadimé, qui a offert à Dame Brigitte l'achat de 6 cercueils pour ses 6 enfants et qui a également offert un corbillard qui va s'occuper du transport des 6 cercueils jusqu'au village et ramener Dame Brigitte ici à Douala. Nous tenons déjà à dire merci. Nous disons également merci au maire de la ville de Douala 3e, à savoir le docteur Epoupa Bossambo, qui a, grâce à lui, payé les frais de la mort qui s'élèvent à un montant de 1 428 000 francs CFA. Il a payé toutes ses charges. Nous lui disons grandement merci. Et à vous, chers téléspectateurs, qui n'avez pas fait la sourde oreille, à vous, nos chers soldats de la solidarité, grâce à qui Dame Brigitte, quand elle était présente aujourd'hui, à 12 h, avec notre réalisateur Warenze 2, avec un peu de sourire, a su que vous avez contribué la somme d'1 870 535. La liste est tellement exhaustive que je ne sais pas si la réalisation me permettra la lecture, mais nous tenions d'abord à dire merci. Merci pour cet élan de générosité. Merci parce que nous nous rendons compte de plus en plus que vous êtes formidables. Parce que comme on le dit souvent, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et vous nous prouvez que malgré les situations que nous traversons, nous avons toujours la main sur le cœur. Encore merci. Sachez que les contributions continuent via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Parce que la liste est longue, elle est exhaustive de nos différents cas en détresse. Nous avons le cas de ce petit Lazare. C'est un challenge, chers soldats de la solidarité. Pourquoi pas, la semaine prochaine, qu'on annonce la somme de 2 millions sur ce plateau pour pouvoir permettre à ce bout de chou, qui est déjà mature pour son âge, d'avoir le sourire et permettre également à cette femme, ces jeunes filles,
à la fleur de l'âge, de pouvoir recommencer une nouvelle vie. À vous, chère Solidarité, de mettre la machine de la solidarité en marche. D'accord. Alors ça, c'est de très, très, très belles nouvelles. On va vous dire merci infiniment du fond du cœur pour tout ce que vous faites dans le cadre de cette émission. On se rappelle de Brigitte sur ce plateau qui était au bord de la crise de nerfs. Vous avez vu comment elle était en larmes. Elle qui doit en plus gérer le cas d'un enfant malade parce que sa première fille qui a échappé aux flammes est malade, elle est épileptique, elle fait des crises à répétition encore depuis les décès de ses petits frères. Et donc vous nous avez montré qu'on peut compter sur vous à tout moment. Je voudrais vous dire merci infiniment et vous inciter à continuer dans cette lancée. Nous savons que vous n'avez pas besoin qu'on vous encourage, vous vous laissez guider par votre cœur pour que vous puissiez vous laisser guider par votre cœur une fois de plus et faire tout ce qu'il faut pour que Lazare également obtienne guérison, que sa maman puisse avoir suffisamment de moyens pour le scolariser et qu'elle puisse avoir de quoi faire pour s'occuper de ses deux enfants. C'est vraiment exceptionnel pour une émission qui a été tristesse tout le long. Vraiment, j'aime sortir avec des notes heureuses. Ça nous permet à tous de dormir d'un sommeil léger. Ah oui. Alors, Irène, je ne sais pas si on aura encore la possibilité de dire les contributions, mais quand je vois la pile de formats que vous avez, vraiment, je préfère dire à Warren The 2 qu'on ne s'aventure pas sur ce terrain. On va donc se quitter avec cette note heureuse, j'ai envie de dire. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui décidez donc tous les jeudis de sacrifier votre sommeil pour suivre ce programme afin de venir en aide aux différentes personnes qui vous sont présentées, à tous les cas sociaux qui n'arrêtent pas de nous donner des documents tous les jours, encore et encore. Je voudrais vous dire de ne pas désespérer. Ne désespérez pas parce que demain, ça pourrait être votre cas. Continuez de garder espoir, d'autant plus que l'espoir est le premier élément de la guérison, qu'elle soit physique ou alors psychologique d'un être humain. On va dire merci à notre magnifique public qui brave les intempéries ces temps-ci également pour être avec nous. Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée autour de Danny Warren The 2. Nous avons Jeff sur ce plateau, nous avons Dallas Bartel-Chana, nous avons Eric Ouattad, Carlos Minoué, nous avons également Danny Warren The 2 et pour le son, nous avons pu avoir sur ce plateau Cédric Chouna. Merci à toute l'équipe qui est à la diffusion, à Marlise Minkoumou, à Raphaël Dipanda. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve jeudi sur la même chaîne, à la même heure. Bonne soirée à tous.